Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tome 50, tout rond, pour la peau du loup-garou, en espérant que ça va être une chouette histoire comme la précédente, que j'ai vraiment bien aimé, Terrible Internat. J'espère, comme je l'ai dit, que vous allez mieux que moi. Bon, maintenant ça va être une habitude, que je me sens pas trop en forme ces temps-ci, depuis le départ de mon animal, de ma première petite furette, je me sens toujours triste et vide, on va dire. Je suis toujours, ouais, je suis pas en forme. Et en plus, je peux même pas faire mon deuil tranquillement parce que mon deuxième furet, mon gros mâle, depuis Nouvel An, il est malade. Il a comme une masse dans l'estomac. On a fait plein d'analyses. On attend les résultats dans quelques jours. Donc voilà, c'est pas la joie comme d'habitude. Mais c'est le risque quand les animaux commencent à avoir un certain âge. Donc je touche du bois pour que, voilà, que les résultats soient positifs, qu'il ait rien de grave. Au moins comme ça vous êtes déjà au courant pour ceux qui regardent mes vidéos, enfin qui continuent de regarder mes vidéos, parce que sur les milliers d'abonnés que j'ai, vous êtes très peu à le regarder. Au moins vous savez que si à un moment donné, voilà, il y a un nouveau post pour dire de, j'espère pas. Bon, la peau du loup-garou, de quoi ça parle? Ah oui, je me souviens, je l'ai. Ça, c'est un des épisodes que j'ai. Parce que tous les épisodes Chair de Poule n'étaient pas en. Pas les épisodes. Tous les tomes de Chair de Poule n'étaient pas représentés en épisodes dans la série Chair de Poule. Mais oui, oui, la peau du loup-garou avec le gamin qui va chez son oncle et sa tante et qu'il se passe des choses bizarres. Donc, lui, ça va, je vais pas être surpris. Bon, c'est dommage, ça m'a spoilé, mais voilà, on va voir la version du livre par rapport aux épisodes, parce que certains épisodes ne sont pas les mêmes. Ils prennent parfois des libertés. Donc sur ce, ouais, je suis déjà fatigué. Comme je vous l'ai dit, je suis triste et toujours fatigué. C'est les mots que je voulais dire tantôt. La peau du loup-garou, donc installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. En descendant du bus, je mis la main en visière pour me protéger du soleil, puis j'inspectai le petit parking à la recherche d'oncle Bernard et de tante Marthe. Je ne savais pas à quoi elles ressemblaient. J'avais 4 ans la dernière fois que je les avais vues. J'en avais 12 aujourd'hui. Heureusement pour moi, la gare routière de l'étang aux loups était minuscule. Une petite bicoque en bois dressée au milieu d'une immense aire de stationnement. Je ne pouvais pas les rater. Combien de bagages grommela le conducteur. On était en octobre et malgré le froid, le dos de sa chemise grise était trempé de sueur. Un seul, répondis-je. J'étais aussi le seul passager à descendre. En face de la gare routière se trouvait une station-service et quelques boutiques. Derrière, c'étaient les bois. Les arbres avaient des reflets rouges, jaunes et bruns. Ils n'avaient pas encore perdu toutes leurs feuilles, mais il y en avait pas mal qui tapissaient déjà le sol du parking. Le conducteur ouvrit la soute à bagages en continuant à maugréer. Il saisit mon sac noir et se tourna vers moi. « C'est celui-ci » ? « Oui, répondis-je. Merci. » Une rafale de vent glacial me fit frissonner. Je me demandais si mes parents avaient mis suffisamment de vêtements chauds dans mon sac. Tout était allé tellement vite. Ils avaient dû partir précipitamment juste avant Halloween. Leur travail les appelait à l'étranger. En une soirée, ils avaient trouvé un endroit où me caser pour 2 semaines. Peut-être plus. Et cet endroit, c'était chez mon oncle et ma tante, en pleine Cambrousse. J'ajustais autour de mon cou la lanière de mon appareil photo. C'est la chose la plus précieuse que je possède et je l'emporte partout où je vais. Je l'avais gardé avec moi pendant tout le voyage, de peur qu'il ne soit écrasé dans la soute à bagages. Le conducteur posa mon sac sur le bitume et referma la soute avec un claquement sec. Juste avant de remonter dans le bus, il se tourna vers moi. « Il y a quelqu'un pour venir te chercher ?» « Oui, m'empressai-je de répondre en me remettant à regarder si oncle Bernard et tante Marthe étaient là. Soudain, une camionnette bleue, couverte de boue, pénétra à toute allure dans le parking. Un coup de klaxon retentit. Une main s'agita à travers la fenêtre du passager. « C'est eux !» annonçai-je au conducteur. Mais celui-ci avait déjà regagné son siège et rallumé le moteur. Lentement, le bus s'éloigna dans un vrombissement sourd. « Alex ! Ouh !» appela tante Marthe depuis la camionnette. Je ramassai mon sac et courus dans sa direction. La camionnette s'arrêta dans un crissement de pneus. Les 2 portières s'ouvrirent en même temps. Mon oncle et ma tante descendirent pour venir à ma rencontre. Je ne les reconnus pas du tout. J'avais toujours pensé qu'ils avaient l'âge de mes parents, mais ils semblaient bien plus vieux. Tante Marthe m'embrassa chaleureusement. « Alex,
Comme je suis contente de te revoir, s'exclama-t-elle. Oncle Bernard me serra la main en souriant. Ses cheveux gris flottaient au vent. Ses joues ridées étaient rouges vifs. Comme tu as grandi, s'étonna-t-il. Il va falloir que je t'appelle Monsieur Hunter au lieu d'Alex. J'éclatai de rire. Personne encore ne m'appelle Monsieur Hunter. Je suis trop jeune. Tu as fait bon voyage demanda-t-il. C'était plutôt agité. Je suis sûr que le chauffeur avait exprès de ne rater aucun nid de poule. Et le monsieur qui voyageait à côté de moi a eu le hoquet pendant tout le trajet. Tante Marthe eut un petit rire. Ça n'a pas dû être très reposant, en effet. Oncle Bernard baissa les yeux sur mon étui. « Tu aimes la photo, Alex » demanda-t-il. Je hochai la tête. « J'aimerais devenir reporter un jour, » lui expliquai-je. « Comme vous. » Mon oncle et ma tante sourirent tous les deux. Apparemment, mon projet leur plaisait. « Ce n'est pas un métier facile, » dit mon oncle. « On voyage souvent et on ne reste jamais longtemps au même endroit. »« C'est pour cela qu'on ne s'est pas vu depuis des années, » soupira tante Marthe en m'embrassant à nouveau. « Si vous avez du travail, j'espère que je pourrai vous accompagner, dis-je. Je parie que j'apprendrai un tas de trucs avec vous. » Oncle Bernard éclata de rire. « Nous te livrerons tous nos secrets, c'est promis. »« Tu es ici pour 2 semaines au moins, renchérit ma tante. Ça nous laisse tout le temps pour des leçons de photographie. »« Pas si nous nous éternisons sur ce parking, » dit mon oncle en s'installant au volant. Quelques secondes plus tard, nous quittions la gare routière. Nous passâmes devant une poste, une petite épicerie et un pressing, avant de traverser un carrefour. Puis nous nous trouvâmes entourés d'arbres. « C'est tout ?» m'étonnai-je. « Eh oui, » répondit tante Marthe. « Tu viens de faire le tour de l'étang aux loups. »« J'espère que tu ne t'ennuieras pas, » ajouta mon oncle. « C'est si petit ici. »« Oh non, le rassurai-je. J'adore la forêt. Je parie qu'il y a des tas d'endroits à explorer. » J'étais né et j'avais grandi en ville. Des arbres, je n'en voyais pas beaucoup. Je me réjouissais de découvrir ce nouveau monde. « Je vais faire des centaines de photos dans les bois, » poursuivis-je. La camionnette roula sur une bosse en voyant ma tête heurter le plafond. « Ralentis, Bernard, » dit tante Marthe. « Ton oncle confond la camionnette avec un vaisseau spatial, » ajouta-t-elle en se tournant vers moi. « Il ne roule qu'à la vitesse de la lumière. » En parlant de lumière, enchaîna l'intéressé en écrasant du pied l'accélérateur, je te montrerai un certain nombre de trucs pour les prises de vue en extérieur. Je me suis inscrit à un concours, leur annonçai-je. J'ai envie d'envoyer une photo vraiment géniale. Une photo d'Halloween. Quelque chose de si génial qu'ils seront obligés de me donner le premier prix. Excellente idée, répondit tante Marthe, en jetant un coup d'œil en biais à mon oncle. Halloween n'est que dans quelques jours. Au fait, en quoi veux-tu te déguiser ? Mon choix était fait depuis longtemps. En loup-garou. Non, hurla ma tante. Oncle Bernard, lui aussi, laissa échapper un cri. La camionnette brûla un stop. Mon oncle freina de toutes ses forces. Le véhicule dérapa. Mes yeux s'agrandirent d'effroi. Mon oncle fonçait droit sur un énorme camion lancé à toute allure. « Ah !» Était-ce vraiment moi qui avais crié ? Oncle Bernard donna un coup de volant sec. Mon épaule heurta violemment la portière. La camionnette s'immobilisa sur le bas-côté. Je vis une masse rouge passer en trombe à quelques centimètres de nous. Le chauffeur du camion donnait des coups de klaxon rageurs. Mon oncle était blanc comme un linge. Il passa une main tremblante dans ses cheveux gris. « Bernard, que s'est-il passé ?» demanda ma tante d'une petite voix. « Je ne sais pas, » balbutia-t-il. « Je crois que je n'étais pas assez concentré. » Il inspira profondément. Tante Marthe hocha lentement la tête. « Tu as failli nous tuer tous les 3, » murmura-t-elle. Elle se tourna vers moi et ajouta. « Alex, tout va bien ?»« Ça va, merci, » dis-je en me frottant l'épaule. Je ne m'attendais pas à ce que mon séjour commence aussi fort. J'avais essayé de prendre cela à la rigolade, mais ma voix trahissait l'état de choc dans lequel je me trouvais. Mon appareil photo était tombé sous le siège. Je le ramassai et l'examinai soigneusement. Il ne semblait pas avoir souffert. Oncle Bernard alluma le moteur et remonta lentement sur la route. « Je suis vraiment désolé, dit-il. « Tu as pensé aux Malouins, c'est ça, Bernard ?» dit soudain ma tante sur un ton de reproche. Quand Alex a prononcé le mot de loup-garou,
Tu t'es souvenu d'eux et... Tais-toi, Marthe, lança mon oncle. Ne parlons pas des Malouins, nous avons eu assez peur comme ça. Alex vient à peine d'arriver, tu tiens ce qu'il ait déjà envie de repartir? Je fronçai les sourcils. Qui sont les Malouins? Peu importe, répliqua sèchement mon oncle. Des voisins, m'expliqua tante Marthe, d'un air embarrassé. Elle jeta un coup d'œil à l'extérieur et en profita pour changer de sujet. Ça y est, nous sommes presque arrivés. Le ciel s'était assombri. La route était devenue si étroite et les arbres étaient si hauts qu'ils empêchaient presque la lumière de passer. Je me mis à réfléchir. Le comportement de mon oncle et de ma tante était vraiment étrange. Pourquoi oncle Bernard m'avait-il répondu si brutalement quand je lui avais parlé des Malouins? Pourquoi cet endroit s'appelle-t-il l'étang aux loups, me renseignai-je. Parce que le nom New York était déjà pris, plaisanta tante Marthe. Il y avait des loups autrefois dans cette forêt, dit oncle Bernard. Autrefois, s'exclama ma tante. Elle se tourna vers mon oncle et ajouta à voix basse. Bernard, pourquoi ne pas dire la vérité à Alex? Tais-toi donc, murmura mon oncle entre ses dents. Tu tiens vraiment à effrayer ce garçon? Un silence pesant s'installa. À la sortie d'un virage apparut soudain une petite clairière. 3 habitations s'y dressaient presque côte à côte. L'endroit était littéralement encerclé d'arbres. C'est notre maison, là, au milieu, annonça oncle Bernard. Elle était carrée, avec des murs blancs et entourée d'un beau gazon fraîchement tondu. À sa droite, on pouvait voir une sorte de ranch, tout en longueur, gris, avec des volets noirs. La 3e maison, sur la gauche, était presque entièrement cachée par une baie que personne n'avait dû tailler depuis des années. Le perron était envahi de mauvaises herbes et une grosse branche d'arbre gisait au milieu de l'allée. Ce n'est pas très grand, s'excusa mon oncle, mais pour nous, c'est suffisant. Nous sommes très souvent absents, tu sais. Avec tous ces déplacements, soupira tante Marthe. Elle se tourna vers moi et dit en indiquant le ranch à droite. Nos voisins ont une fille adorable. Elle a 12 ans, comme toi. Elle s'appelle Anna et elle est très mignonne. Je suis sûr que vous vous entendrez bien. Mignonne? Cela ne me plaisait qu'à moitié. Et il n'y a aucun garçon de mon âge par ici? Hasardai-je. Hélas, non, répondit ma tante. Je suis désolé. Mon oncle coupa le moteur. Je m'étirai longuement. Tous mes muscles me faisaient mal. J'avais voyagé pendant plus de 6 heures. Oncle Bernard alla à l'arrière de la camionnette pour décharger mon sac. Je regardai l'autre maison. Elle ressemblait à une ruine. Sa façade était noire de crasse. Plusieurs volets manquaient. Le porche était à moitié écroulé. Je fis quelques pas en direction de cette sinistre habitation. « Il y a des gens qui vivent là ?» demandai-je à ma tante. « Ne t'approche pas de là, Alex !» hurla oncle Bernard. « Moins tu en sauras, mieux ça vaudra. Tu m'as bien compris ?» « Mais calme-toi, Bernard !» intervint ma tante. « Je suis sûr qu'Alex comprend très bien. » Elle se tourna vers moi. « C'est la maison des Malouins, m'expliqua-t-elle en chuchotant. Mieux vaut ne pas poser trop de questions, d'accord? Tu n'as rien à faire là-bas, c'est tout, renchérit oncle Bernard. Allons, aide-moi à décharger la camionnette. Je jetai un dernier coup d'œil sur cette étrange bicoque et m'empressai d'obéir à mon oncle. Ma tante me conduisit ensuite dans la chambre d'amis et m'aida à ranger mes affaires. Pendant ce temps, mon oncle préparait des sandwichs dans la cuisine. La chambre était minuscule, à peine plus grande que mon placard chez moi. Elle sentait le renfermer. Tante Marthe m'assura que l'odeur disparaîtrait dès que la pièce aurait été aérée. En allant ouvrir la fenêtre, je constatai que j'avais vue sur la maison des Malouins. Je frissonnais, repensant à l'étrange avertissement de mon oncle. Pourquoi semblait-il si inquiet à propos de ces gens? Quand je me retournai, ma tante finissait d'entasser mes t-shirts dans l'unique armoire. « La chambre est petite, dit-elle, mais tu y seras bien. Tout à l'heure, je débarrasserai tout ce qui encombre le bureau pour que tu puisses y faire tes devoirs. » Mes devoirs? M'étonnai-je. Soudain, je me rappelai la promesse que j'avais faite à mes parents. Aller à l'école de l'étang aux loups pendant toute la durée de mon séjour. Anna t'accompagnera lundi matin, annonça tante Marthe. Elle est en 5e, comme toi. Pour l'instant, je n'avais pas envie de penser à cette mini-rentrée. Je m'emparai de mon appareil photo. Je meurs d'envie d'aller dans le bois pour faire quelques clichés,
dis-je à ma tante. Excellente idée. Mais avant, allons déjeuner. Elle lissa ses cheveux gris et emprunta le petit couloir qui menait à la cuisine. Je la suivis. Ça y est, tu es installé demanda mon oncle, occupé à verser du jus d'orange dans nos verres. Nos sandwichs nous attendaient déjà sur la table. Soudain, des coups retentirent à la porte donnant sur le jardin. Tante Marthe alla ouvrir. Je vis entrer une fille grande et mince. Ma tante avait raison. Elle était assez mignonne avec ses longs cheveux noirs, ses beaux yeux verts, son joli sourire. Elle portait un long sweatshirt vert foncé sur un jean serré. Tante Marthe fit les présentations. « Salut, fis-je, un peu gênée. »« Salut, répondit Anna. Je détestais rencontrer de nouvelles personnes. On ne sait jamais quoi leur dire. Ma tante invita Anna à partager notre déjeuner. « Non merci, répondit celle-ci. J'ai déjà mangé. » J'aimais sa voix. Elle était grave et un peu rauque, presque une voix de garçon. Alex vient à peine d'arriver. Anna, que dirais-tu de lui montrer les environs, suggéra tante Marthe. Il débarque de la ville, il va falloir que tu lui expliques ce qu'est un arbre. Tu exagères, plaisantai-je. J'en ai vu plein à la télé. En fait, ce dont j'ai envie, c'est de faire un tas de photos, ajoutai-je en prenant mon appareil. Tu es fan de photos demanda Anna. Comme ton oncle et ta tante? Je hochai la tête. J'espère que tu as une pellicule couleur, dit-elle. Les teintes des arbres sont vraiment magnifiques en cette saison. Après avoir salué mon oncle et ma tante, je suivis Anna dans la forêt. Le soleil, tout rouge, commença à décliner derrière les arbres, faisant s'allonger nos ombres derrière nous. Nous nous amusâmes à les regarder. À un moment, Anna, avec l'ombre de son pied, fit semblant de cogner mon ombre à moi. « Aïe !» m'écriai-je en riant. Je serrai les poings et, à mon tour, fis semblant de lui donner des coups. Cette petite bataille dura un moment, jusqu'à ce que son ombre se jette sur la mienne. Je m'écroulai par terre. En levant les yeux, je vis qu'Anna riait à gorge déployée. Ses cheveux noirs s'agitaient autour de sa tête. Je pris mon appareil et la photographiai sans la prévenir. Elle cessa aussitôt de rire et mit ses 2 poings sur les hanches. « Hé, qu'est-ce qui te prend ?» s'exclama-t-elle. « Rien, j'avais envie de faire une photo de toi. » Je sautai sur mes pieds. À quelques dizaines de mètres de nous se dressait la maison des Malwins. Sans réfléchir, j'armai à nouveau mon appareil. Au moment où j'allais appuyer sur le déclencheur, Anna me tira violemment par le bras. « Alex, ne prends pas leur maison en photo, me dit-elle d'une voix angoissée. Ils vont te voir. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Au même moment, je crus voir quelque chose bouger derrière une des fenêtres. Je frissonnais. Et si quelqu'un nous observait? Je baissai lentement mon appareil. « Allez, viens !» ordonna Anna en me tirant presque de force vers la forêt. « Tu veux photographier les arbres, oui ou non ?» Je jetai un dernier coup d'œil sur la maison des Malwins. « Mon oncle semble très perturbé quand il parle d'eux, » dis-je à Anna. « Tu sais pourquoi ?»« Pas vraiment, » répondit-elle sans lâcher mon bras. « On dit que les Malwins sont un vieux couple très bizarre. Bien que nous soyons voisins, je ne les ai jamais vus, mais j'ai entendu des histoires horribles à leur sujet. »« Ah bon? Quelle histoire ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux verts, tournés vers le porche défoncé, se plissèrent. Elle semblait inquiète. « Viens, partons d'ici, » chuchota-t-elle. Elle courut en direction du petit sentier qui menait dans les bois, mais je ne la suivis pas. Au lieu de cela, je me dirigeai d'un pas résolu vers la haie sauvage qui entourait la maison des Malwins. « Alex, arrête !» s'écria Anna. « Tu es fou, reviens s'il te plaît. Les Malwins détestent les enfants. Ils détestent qu'on s'introduise chez eux. » Le soleil déclinant se reflétait sur les vitres sales. On aurait dit que la maison prenait feu. Ébloui, je détournai les yeux. Quelques secondes plus tard, je pus à nouveau observer les fenêtres. Ce que je vis me fit frémir d'effroi. À l'intérieur, les rideaux étaient tout déchirés, comme si un animal sauvage s'était acharné à les réduire en lambeaux. « Anna, tu as vu ça ?» m'écriai-je, sans pouvoir quitter des yeux les rideaux déchirés. Elle était restée de l'autre côté de la haie, devant la maison de mon oncle et de ma tante.
Il n'est pas question que je te rejoigne, dit-elle en croisant les bras. Mais les rideaux sont... commençai-je. Je t'avais dit que les Malouines étaient des gens bizarres, me coupa Anna, et ils n'aiment pas avoir l'impression qu'on les surveille. Viens maintenant. Je reculai de quelques pas. En passant le porche, je heurtai du pied une vieille planche mal clouée et je faillis tomber. J'arrive, répondis-je en la rejoignant au pas de course. Mais j'aimerais quand même en savoir plus sur les Malouines. Quelles sont ces histoires horribles que tu connais à leur sujet? Inutile d'insister, je ne dirai rien, répliqua Anna de sa voix grave. Nous traversâmes une nouvelle fois le jardin de mon oncle et de ma tante. Allez, sois sympa, la suppliai-je. Peut-être dans quelques jours, après Halloween, dit-elle, après la pleine lune. Je levai les yeux dans la même direction qu'elle. Il faisait encore jour, mais la lune, blanche et presque ronde, venait d'apparaître au-dessus des arbres. Anna frissonna. « Je déteste l'approche de la pleine lune, murmura-t-elle. Pourvu que tout se passe bien cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui demandai-je avec étonnement. Elle ne répondit pas, se contentant de jeter un bref coup d'œil sur la maison des Malouines. Nous pénétrâmes enfin dans la forêt. Une lumière pâle filtrait à travers les arbres. Les feuilles mortes et les brindilles crissaient sous mes pieds. Un vieux chêne tout noueux se dressa devant moi. Son tronc tordu rappelait la silhouette d'un vieillard courbé. Son écorce rugueuse et noire faisait penser à de profondes rides. D'énormes racines grises dépassaient du sol tapissé de mousse. « Ouah !» m'écriai-je, admiratif. « C'est génial !»« Ton oncle a raison, commenta-t-elle en riant. Tu es vraiment un enfant de la ville. »« Peut-être, répondis-je. N'empêche que cet arbre, on dirait presque qu'il est vivant. » Anna rit de plus belle. « Mais les arbres sont vivants, Alex. Tu ne le savais pas ?»« Oh, ça va, fis-je, un peu agacé. Arrête de te moquer de moi. » Je m'appuyai contre un bouleau pour prendre des photos du chêne. J'essayais de trouver l'angle qui lui donnait une forme humaine. Ensuite, je tournai autour de l'arbre pour photographier les plis bizarres de son écorce. Je fis aussi un cliché d'une branche qui ressemblait à un gigantesque bras dressé. Enfin, je m'agenouillai pour photographier les racines, pareilles à des tentacules. Anna était assise sur le sol et jouait machinalement avec des feuilles mortes. « Il mène où ce chemin ?» demandai-je en indiquant un étroit sentier qui s'enfonçait sous les arbres noirs. « À l'étang aux loups, » répondit Anna. « C'est le petit étang qui a donné son nom au hameau. Je te le montrerai la prochaine fois. Mieux vaut rentrer maintenant. La nuit va bientôt tomber. » Je repensais soudain à cette histoire de loup dont m'avait parlé mon oncle. C'est loup qui avait donné son nom à cet endroit. « Les loups qui vivaient ici, autrefois, demandai-je à Anna, ils sont bien tous morts, n'est-ce pas? Anna hocha la tête. Oui, bien sûr. Au même moment, un long hurlement retentit près de nous. Tout près de nous, le hurlement d'un loup. Je reculai en titubant jusqu'au boulot. Anna, balbutiai-je. Ses yeux étaient agrandis par la surprise. Elle n'eut pas le temps de me répondre. Deux garçons surgirent des buissons. La tête rejetée en arrière, ils poussèrent de nouveaux hurlements. « Oh non, pas eux !» soupira Anna en faisant la grimace. Ils étaient tous les deux assez petits et minces, avec des cheveux noirs et des yeux bruns foncés. Ils hurlèrent encore 2 ou 3 fois avant de me dévisager, l'air insolent. « Vous avez eu peur, hein ?» se moqua l'un d'eux, le regard brillant d'excitation. Il portait un sweatshirt marron et un jean noir. Une longue écharpe rouge était enroulée autour de son cou. « Oui, répliqua Anna, mais seulement quand je vous ai vu. Vos têtes sont de vrais cauchemars. » L'autre garçon nageait dans un pull gris et un pantalon de toile trop grand pour lui. Il crut nécessaire de hurler encore une fois. Anna soupira et se tourna vers moi. « Ils sont dans ma classe. Lui, c'est Sean Kinner, dit-elle en indiquant le garçon à l'écharpe rouge. Et lui, Arjun Khosla. »« Arjun ?» fis-je. Je n'avais jamais entendu ce nom. « C'est un nom indien, m'expliqua-t-il. »« Anna nous a prévenus de ton arrivée, reprit Sean en souriant. »« Il paraît que tu habites en ville ?» demanda Arjun. « Oui, bredouillai-je, à Cleveland. »« Et ça te plaît, l'étang au loup ?» poursuivit Arjun.
Sa question n'en était pas vraiment une. Elle ressemblait plutôt à un défi. Les deux garçons me regardaient de leurs yeux sombres comme si j'étais une sorte d'animal exotique. C'est que je viens à peine d'arriver, tentai-je d'expliquer. Alors il y a des trucs qu'il faut que tu saches au sujet de cette forêt, dit Sean. Ah bon? Lesquels? Par exemple, que le lierre rampant que tu es en train de piétiner est extrêmement vénéneux. Je fis un bond sur le côté. Sean et Arjun éclatèrent de rire. Je regardais le sol, il n'y avait pas la moindre branche de lierre. On dirait que vous n'avez pas renouvelé votre stock de blagues depuis la maternelle, persifla Anna. C'est parce qu'on veut être sûr que tu les comprennes, répondit Sean, du tac au tac. Arjun et lui éclatèrent de rire en se donnant des claques dans le dos. Vous me direz quand il faut rire, grommela Anna en haussant les épaules. Sean remarqua mon appareil photo et s'approcha. Je peux le voir? Demanda-t-il. Je reculai. C'est-à-dire qu'il est très fragile. Je préfère être le seul à le manipuler. Très fragile, railla Sean. Il n'est tout de même pas en porcelaine de Chine, j'espère. Fais voir. Il tendit la main. Prends une photo de moi, s'exclama Arjun. Il étira sa bouche avec ses doigts et tira la langue. Tu as l'air beaucoup plus intelligent comme ça, observa sèchement Anna. Je veux qu'il me prenne en photo, répéta Arjun. Il ne prend pas de photos d'animaux, l'interrompit Anna. Sean éclata de rire et, rapide comme l'éclair, m'arracha l'appareil des mains. Rends-moi ça, ordonnai-je. Mais Sean l'avait déjà lancé à Arjun. Celui-ci regarda à travers l'objectif et fit semblant de photographier Anna. Eh bien, se moqua-t-il, tu n'es pas Claudia Schiffer. Peut-être, rétorqua Anna, mais toi tu vas bientôt ressembler à Elephant Man si tu ne rends pas tout de suite cet appareil. Il est vraiment très fragile, répétai-je. S'il lui arrive le moindre chose. Arjun hésita quelques secondes, mais finit par me tendre le précieux objet. Je poussai un soupir de soulagement. Les deux garçons me fixaient d'un air menaçant. Avec leurs cheveux noirs en bataille et leur expression butée, ils ressemblaient à des bêtes sauvages. Fichez-lui la paix à la fin, dit Anna. On rigole, répondit Arjun. On ne voulait pas le casser, son appareil. Son appareil très fragile, ironisa Sean. Soudain, Arjun leva la tête et regarda le ciel. Il était sombre. Autour de nous, les arbres projetaient des ombres immenses. L'air avait fraîchi. Il se fait tard, commenta-t-il. J'eus l'impression que Sean avait blêmi. Rentrons vite, fit-il en jetant des coups d'œil inquiets autour de lui. Il y a des bêtes étranges qui rôdent dans cette forêt à la tombée de la nuit, murmura Arjun. Des sortes de monstres. Anna roula les yeux. Arjun, ne me dis pas que tu crois à ces sornettes. Bien sûr que j'y crois, répondit celui-ci. Il y a un mois, on a trouvé un cerf décapité pas loin d'ici. Vous entendez? Décapité. C'est vrai, renchérit Sean. Sa tête se trouva à quelques mètres de son corps. C'était écœurant. Les yeux du cerf sortaient de leurs orbites, ajouta Arjun, et son cou grouillait de verre. Quelle horreur! S'écria Anna en se couvrant la bouche. Arrêtez vos bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, répondit Sean d'une voix grave. Je te jure que c'est la vérité. La lune sera bientôt pleine. Dans quelques jours, la créature va sortir de sa cachette. Quand je pense que cette fois-ci, ce sera le soir d'Halloween. Il faut s'attendre au pire. Un long frisson glacé parcourut mon dos. Je remarquai que je tremblais légèrement. J'imaginais la tête ensanglantée du cerf gisant à terre, ses yeux éteints, les vers sortant de son cou. « En quoi vas-tu te déguiser pour Halloween » demanda Arjun à Anna. « Je n'ai pas encore décidé. »« Et toi, Alex » ajouta-t-il en se tournant vers moi. « En loup-garou » répondis-je, sans hésiter. Arjun avala sa salive et échangea un regard angoissé avec Sean. Pendant quelques secondes, ils ne dirent rien. « Et qu'est-ce que j'ai dit de si bizarre » voulus-je savoir. Pas de réponse. « Mais qu'est-ce qui vous arrive » insistai-je. Arjun baissa les yeux. « Je crois qu'il y a déjà assez de loups-garous par ici, » dit-il d'une voix sombre. Et tournant les talons, les deux garçons disparurent dans la forêt. Tante Martha invita Anna à dîner avec nous.
serrés autour de la petite table de la cuisine, nous avalâmes une délicieuse soupe au poulet. « J'en ai jamais mangé d'aussi bonne, » commenta Anna. « Merci, Anna, » répondit ma tante. « Désolé d'être en retard, dis-je. Je n'arrivais plus à quitter la forêt. C'était tellement fascinant. » Oncle Bernard tourna la tête vers la fenêtre. Il regarda pendant quelques secondes la lune dans le ciel, puis la maison des Malouins. « J'ai photographié un arbre vraiment bizarre, lui dis-je. Il était tout tordu. On aurait dit un vieillard courbé. » Oncle Bernard ne répondit pas. Il avait toujours les yeux fixés au dehors. « Bernard, Alex te parle, » lui fit remarquer ma tante. « Hein ? Oh, pardon, » dit-il en secouant la tête, comme pour chasser de mauvaises pensées. « Que disais-tu » Je lui répétai l'histoire du vieux chêne. « Je t'aiderai à développer le film demain, si tu veux, » me proposa-t-il. « J'ai aménagé une chambre noire dans la petite salle de bain, sous le toit. Il faudrait vraiment qu'on trouve une maison plus grande. Surtout qu'on a de plus en plus de travail. »« Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?»« Nous photographions tout ce qui vit la nuit. »« Un magazine nous a commandé un sujet sur les animaux nocturnes, » expliqua tante Marthe. « Comme les chouettes, par exemple ?» demanda Anna. « Exactement, » opina ma tante. « Nous en avons déjà trouvé de magnifiques dans la forêt, n'est-ce pas, Bernard ? C'est vrai, parfois nous devons rester au même endroit pendant des heures, attendant qu'un animal veuille bien sortir de son repère. »« Je peux vous accompagner une nuit ?» demandai-je. « Je serai absolument silencieux, c'est promis. » Oncle Bernard faillit s'étrangler avec un morceau de poulet. « Bonne idée, » finit-il par dire d'une voix sourde. « Peut-être après Halloween ?» Je tournai la tête vers tante Marthe. À son tour, elle observait la lune à l'extérieur. « Elle est encore basse, » murmura-t-elle, « mais si brillante. »« On dirait presque qu'il fait jour, » ajouta oncle Bernard. Quelle était cette expression qui déformait son visage ? Était-ce de la peur ? Pourquoi mon oncle et ma tante semblaient-ils si nerveux ce soir ? Pourquoi regardaient-ils sans arrêt vers la maison des Malouins ? Je n'y tenais plus. « Vous êtes sûr que ça va ?» leur demandai-je. « Pardon ?» dit mon oncle en plissant les yeux. « Oui, pourquoi ?»« Vous avez déjà pensé à vos costumes d'Halloween ?» dit ma tante pour changer de sujet. « Je crois que je vais me déguiser en pirate cette année, » annonça Anna en finissant sa mousse au chocolat. « Je nouerai un bandana autour de ma tête et me couvrirai un œil avec un morceau de cuir noir. »« Bernard et moi avons de vieux habits un peu démodés, peut-être y trouveras-tu ton bonheur ?» lui proposa ma tante. « Et toi, Alex, en quoi veux-tu te déguiser déjà ?» Je n'avais toujours pas renoncé à mon idée de loup-garou, mais je me rappelais la réaction de ma tante quand j'en avais parlé, dans la camionnette, et celle de mon oncle qui avait failli entrer dans un camion. Je souris et leur annonçai calmement. « Je vais peut-être me déguiser en pirate, moi aussi. » J'ignorais encore que quelques heures plus tard, quand la lune serait à son zénith, je me retrouverais presque face à face avec un vrai loup-garou. Après le départ d'Anna, je m'assis devant le bureau de ma chambre pour écrire une lettre à mes parents. Je leur racontais que tout allait pour le mieux et que j'aurais des tonnes de photos à leur montrer à leur retour. La lettre terminée, je décidai de me coucher. Je me dirigeai vers l'armoire pour prendre un pyjama. Arrivé à la fenêtre, je stoppais net. Une lumière orange filtrait de l'extérieur. Elle provenait de la maison des Malouins. Je me penchai un peu pour mieux observer. Allais-je voir les mystérieux voisins ? Je retins ma respiration. L'attente ne fut pas longue. Une silhouette apparut bientôt derrière la fenêtre éclairée. Une silhouette étrange. Celle d'un homme ? Impossible à dire. Elle finit par se déplacer. « C'est un animal !» réalisai-je. « Non, un homme. »« Monsieur Malouins ?» J'approchai mon front contre le carreau et plissai les yeux. Cette tête, on aurait dit celle d'un gros chien. Tout à coup, la forme disparut de mon champ de vision. Au même moment, un long hurlement déchira le silence de la nuit. C'était un cri atroce, mi-humain, mi-animal. Un cri comme je n'en avais jamais entendu. Un frisson de terreur courut le long de mon dos. Un second hurlement s'éleva, encore plus horrible que le premier. Je restais paralysé. En face, la silhouette avait réapparu. Elle rejeta sa tête en arrière. Je distinguai une gueule énorme.
C'était elle qui poussait ses cris. Une photo, me dis-je. Il faut que je prenne une photo. Vite. Je parvins enfin à m'arracher de ma fenêtre, me précipitai vers l'armoire où j'avais rangé mon appareil. Mon appareil. Il avait disparu. Non, m'écriai-je, affolé. Je fouillai frénétiquement chaque étagère. J'avais rangé mon appareil dans l'armoire en rentrant. J'en étais presque certain. Je balayai la chambre du regard, pas la moindre trace d'appareil photo. Je m'agenouillai et regardai sous le lit. Rien. J'inspectai le dessus de l'armoire. Toujours rien. Soudain, un nouveau hurlement retentit à l'extérieur, plus puissant, plus strident. Bientôt, un second hurlement se superposa au premier. C'était un duo effrayant. Était-ce monsieur et madame Malwins qui hurlaient ainsi? Je n'eus pas le temps d'y réfléchir longtemps. Un bruit caractéristique me fit sursauter, celui d'une fenêtre qu'on ouvrait. Puis j'entendis un bruit sourd, celui d'un corps lourd tombant sur ses pieds. Puis des pas qui se dirigeaient droit vers ma fenêtre. Terrorisé, je risquai un coup d'œil à l'extérieur. Trop tard, il n'y avait plus personne. Plus aucune lumière ne brillait chez les Malwins. Derrière leur maison, je vis la cime des arbres frémir sous le vent. Je regardai longtemps dehors, le temps que les battements de mon cœur se calment. J'entendis distinctement les hurlements et les bruits de pas s'éloigner en direction des bois. Puis, ce fut le silence. Mon appareil, me rappelai-je. Je me forçai à quitter la fenêtre, sortis de ma chambre et me précipitai au salon. Après tout, je l'avais peut-être laissé là en revenant de ma promenade avec Anna. Rien dans le salon. J'inspectai à tout hasard la cuisine. Là non plus. Rien. Tante Marthe, oncle Bernard, appelai-je. Je m'aperçus que ma voix tremblait légèrement. Je repris le couloir, repassai devant ma chambre, puis devant la salle de bain avant de frapper à leur porte. Pas de réponse. Tante Marthe, oncle Bernard? Je risquai un œil à l'intérieur de leur chambre. Elle était vide. Seule y flottait l'odeur du parfum de ma tante, mêlée à celle des produits révélateurs. Ils étaient probablement partis dans la forêt pour photographier les animaux. Je réalisais que j'étais seul dans la maison. « Calme-toi, Alex, me dis-je. Tout va bien. Parfaitement bien. Tu retrouveras ton appareil dès que tu te seras calmé. Il ne doit pas être bien loin. » Je refermai la porte et regagnai ma chambre. À mi-chemin, dans le couloir, j'entendis un léger craquement, puis des bruits de pas. Pétrifié, je tendis l'oreille. D'où provenait-il? Boum, boum, boum. Je levai les yeux vers le plafond. Les bruits de pas venaient bien du grenier. Les deux monstres d'à côté étaient à présent à l'intérieur de la maison. Je m'appuyai contre le mur, mon corps entier était agité de tremblements. J'avalais péniblement la salive tout en écoutant le bruit sourd au-dessus de ma tête. « Il faut que je sorte d'ici, pensai-je. Il faut que je retrouve oncle Bernard et tante Marthe. Vite !» Je risquai un pas en avant, les jambes en coton. Soudain, un autre bruit parvint à mes oreilles. Je m'immobilisai pour mieux écouter. Cela ressemblait à un fredonnement. Je n'y comprenais plus rien. Prenant mon courage à deux mains, j'ouvris brusquement la porte de l'escalier menant au grenier. « Il y a quelqu'un » criai-je. Une tête familière apparut au sommet des marches. « C'est moi, Alex. »« Anna » m'exclamai-je. « Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut ?»« Ta tante ne t'a pas prévenu que j'étais revenu ?»« Mais non, » répondis-je. « Elle m'a dit qu'elle avait de vieux habits ici qui pourraient faire de bons costumes pour Halloween. Je suis venu voir. On dirait que je t'ai fait peur. »« Je croyais que... » balbutiai-je sans parvenir à terminer ma phrase. Je m'engageai dans l'escalier. « Non » s'écria Anna, « ne monte pas !» Je m'arrêtai net. « Pourquoi ?» m'étonnai-je. « Je ne suis pas habillé. J'étais en train d'essayer des trucs, dit-elle en souriant. Et puis j'aimerais te faire la surprise. Il y a des habits absolument incroyables dans ce grenier. Ton oncle et ta tante avaient vraiment des goûts bizarres quand ils étaient plus jeunes. » Sa tête disparut de ma vue. Je l'entendis fouiller dans une malle. « Au fait, lançai-je,
Tu n'as pas vu mon appareil photo? Je l'ai cherché partout et... » La tête d'Anna était réapparue en haut des marches. Cette fois-ci, elle ne souriait plus. « Ton appareil photo? Tu ne l'aurais pas laissé dans la forêt? » demanda-t-elle. Un sentiment de malaise m'envahit. « Je ne sais pas, » répondis-je d'une voix incertaine. « Tu l'avais en main quand Arjun et Sean ont détalé, » expliqua Anna, « mais je ne me souviens pas de t'avoir vu avec quand nous sommes rentrés. »« C'est impossible, » dis-je en secouant la tête. « Je n'ai pas pu l'oublier dans la forêt. Mais je vais aller vérifier à tout hasard. »« Non, Alex, ne sors pas. »« Mais il faut que je retrouve mon appareil. »« La forêt est dangereuse la nuit, » m'expliqua-t-elle. « Très dangereuse. » Ignorant son conseil, je me dirigeai vers l'entrée. En enfilant mon blouson, je remarquai une torche électrique posée sur un petit meuble. Je l'allumai. Elle éclairait parfaitement. « Je reviens dans 5 minutes, » criai-je à Anna. « Alex, non, je t'en prie. Ou alors attends-moi. Je me rhabille et je t'accompagne. » Mais je voulais retrouver mon appareil au plus vite. Sans attendre Anna, je m'élançai au dehors. Je longeai en courant la façade arrière de la maison. D'épais nuages avaient masqué la lune. Il faisait encore plus froid et plus humide que je ne pensais. Je remontai la fermeture éclair de mon blouson. La maison des Malouines se dressait juste à côté de moi. Le calme le plus absolu y régnait. Je constatai que la fenêtre à travers laquelle j'avais aperçu la créature hurlante était restée ouverte, mais aucune lumière ne brillait à l'intérieur. Je faillis glisser sur l'herbe mouillée. Une goutte d'eau s'écrasa sur mon front. Une goutte d'eau? Je ne pensais plus qu'à mon appareil photo. Pourvu que je ne le retrouve avant qu'il ne se mette à pleuvoir, me dis-je. Sinon, il est fichu. Soudain, je sentis comme de petits animaux se faufiler entre mes pieds. Je m'immobilisai et allumai ma torche électrique. Non, ce n'étaient pas des animaux, mais de larges feuilles poussées par le vent. Au bout du jardin, je me baissai pour pénétrer dans le sous-bois. Autour de moi, les branches des arbres bougeaient avec des craquements sinistres. J'entendis ululer une chouette et me rappelai que mon oncle et ma tante devaient être quelque part dans la forêt. Je me demandais si j'allais tomber sur eux. Je suivis en courant le petit chemin que j'avais emprunté avec Anna quelques heures plus tôt. Une autre goutte s'écrasa sur mon front. Bientôt, il se mit à pleuvoir plus fort. Je ralentis le pas en voyant le vieux chêne tordu. J'étais soulagé de ne pas m'être perdu. Si je l'ai oublié dans les bois, c'est forcément par ici, me dis-je. Le vent soufflait fort, faisant ployer la cime des arbres. L'ululement de la chouette s'était rapproché. Le faisceau de ma torche balayait le sol. Soudain, je repérai mon appareil, sagement posé sur une souche. Comment avais-je pu l'oublier à cet endroit? Je l'éclairai pour vérifier s'il n'avait pas été endommagé par la pluie et le mis en bandoulière. La pluie s'arrêta quand je pris le chemin du retour. Je me mis à fredonner un air joyeux. J'avais retrouvé mon bien le plus précieux. Je me promis qu'une telle chose n'arriverait plus jamais. Je m'arrêtai net en entendant le grognement. C'était un grognement menaçant, un grognement d'animal sauvage. Il se rapprochait. Je réalisai soudain que la bête était juste derrière moi.